Une pauvre mère célibataire nourrissait une petite fille handicapée sans savoir qu'elle était la fille d'un millionnaire veuf. L'homme est tombé follement amoureux. Claire Martin se réveillait chaque matin avant l'aube, souvent bien avant que le réveil ne sonne. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec son fils de 6 ans, Théo, le silence de ses premières heures était précieux. C'était le seul moment de la journée où elle pouvait se retrouver seule avec ses pensées. Tandis que l'eau chauffait sur la vieille plaque de cuisson, elle relisait les devoirs du cours de gestion qu'elle suivait en soirée, un œil sur la pendule, l'autre sur les tartines grillant lentement. À 32 ans, Claire était une femme à la volonté inébranlable, mais les traits tirés de son visage trahissaient la fatigue d'un quotidien sans répit. Depuis que le père de Théo les avait quittés sans laisser d'adresse, elle assumait seule toutes les responsabilités. Mère, travailleuse, étudiante et voisine attentive, elle avait appris à jongler avec ses rôles sans jamais baisser les bras, même quand la fatigue menaçait de la faire vaciller. Son emploi principal était celui de cuisinière dans une école communautaire des environs de Lyon. Le travail y était modeste, mal payé, mais stable. Elle y préparait les repas des enfants avec un soin presque maternel, veillant à ce que chaque plat, même simple, soit fait avec cœur. Elle connaissait les préférences de chacun, s'arrangeait pour qu'il y ait toujours une alternative pour les plus difficiles et n'oubliait jamais d'ajouter un fruit à chaque plateau. L'après-midi, lorsqu'elle n'était pas en train de courir à la bibliothèque pour étudier, Claire proposait ses services de garde d'enfants dans le quartier. C'était une façon de gagner un peu plus, mais aussi, parfois, de permettre à Théo de jouer avec d'autres enfants sans qu'elle ait à s'inquiéter de le laisser seul. Elle avait une réputation irréprochable, toujours ponctuelle, douce mais ferme, fiable au possible. Les parents lui faisaient confiance, les enfants l'adoraient. Mais la vérité, c'est que Claire vivait en tension permanente. Chaque euro était calculé, chaque déplacement optimisé. Elle notait tout dans un petit carnet qu'elle gardait dans son sac, les heures de cours, les dépenses, les courses, les rendez-vous médicaux de Théo. Elle connaissait les horaires du dernier bus du soir comme une seconde nature et savait exactement jusqu'à quel moment elle pouvait rester au travail sans manquer le début de son cours du soir. Les journées de Claire se ressemblaient toutes, mais elle refusait de les appeler monotones. Pour elle, la routine était une forme de résistance, une preuve qu'elle tenait bon pour son fils. Chaque sourire de Théo, chaque bon point ramené de l'école, chaque petit progrès valait plus qu'un repos qu'elle savait illusoire. Son appartement était modeste, mais propre. Des dessins d'enfants décoraient le frigo. Des livres traînaient sur la table basse, mêlant recettes et manuels de gestion. Malgré la fatigue, elle trouvait parfois l'énergie de chanter avec Théo le soir. Des chansons simples qu'elle lui avait apprises quand il était plus petit. Leur rire résonnait dans les murs trop minces de leur immeuble, apportant une chaleur que le vieux chauffage n'aurait jamais pu offrir. Claire n'avait pas de rêve de grandeur. Ce qu'elle voulait, c'était un avenir stable pour Théo, un diplôme qui lui permettrait un jour de trouver un emploi mieux payé, peut-être même dans la restauration collective qu'elle aimait tant. Elle rêvait d'un jardin, d'un peu de verdure pour que son fils puisse courir sans craindre les voitures. Mais ses rêves, elle les gardait bien rangés, comme les photos de sa jeunesse qu'elle n'osait plus regarder. Parfois, en regardant par la fenêtre pendant que Théo s'endormait, elle se surprenait à imaginer une autre vie, pas forcément luxueuse, mais moins tendue, moins solitaire. Elle ne pensait pas à l'amour, elle n'en avait plus le temps, mais à une présence, quelqu'un avec qui partager le silence du soir, ou simplement échanger un regard complice en fin de journée. Pourtant, chaque fois que cette pensée surgissait, elle la chassait aussitôt. Ce n'était pas pour elle, pas maintenant. Elle refermait alors son cahier de notes, rangeait la cuisine, préparait les affaires du lendemain et s'allongeait près de Théo, l'enlaçant doucement pour ressentir sa respiration calme. Ce moment était sa récompense. Le monde extérieur pouvait bien tourner à toute vitesse. Ici, dans cette pièce modeste, Claire tenait son univers en équilibre. Lorsque le sommeil finissait par la gagner, elle ignorait encore que sa vie, si méticuleusement ordonnée, était sur le point de basculer, et qu'un simple geste de bonté, un dimanche comme tant d'autres, changerait tout ce qu'elle croyait immuable. Le dimanche était le seul jour que Claire s'autorisait à vivre sans montre. Ce matin-là, le ciel était dégagé, l'air portait encore les restes de fraîcheur de la nuit, mais annonçait une journée douce.
Elle avait promis à Théo une sortie au parc et malgré la fatigue accumulée, elle tint parole. Ils prirent le bus en fin de matinée, armés de 2 sandwichs, d'un jus de fruits et d'une couverture légère. Le parc de la Tête d'Or, vaste et verdoyant, était l'endroit préféré de Théo, surtout pour ses jeux et ses vastes pelouses où il pouvait courir à sa guise. Ils s'installèrent à l'ombre d'un platane, non loin du petit lac artificiel. Claire observait son fils jouer avec une branche qu'il faisait tournoyer comme une épée, tandis qu'elle feuilletait un vieux magazine oublié dans son sac. Le calme du moment, ponctué par les rires d'enfants et le clapotis de l'eau, lui apportait une forme de paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Alors qu'elle surveillait Théo du coin de l'œil, son regard fut attiré par une silhouette inhabituelle près du bord du lac. Une petite fille, probablement, du même âge que Théo, était seule, assise sur un banc, les jambes pendantes, l'air perdu. Ce qui troubla Claire fut la façon dont la fillette tenait son corps. Elle semblait raide, presque figée, et ses jambes bougeaient difficilement, comme si le simple fait d'être assise lui coûtait un effort. Elle portait une robe claire, tachée de vert sur l'ourlet, et ses cheveux châtains étaient ramenés en une queue de cheval légèrement défaite. Claire regarda autour d'elle. Aucun adulte ne semblait porter attention à l'enfant. Les autres familles pique-niquaient, les joggeurs passaient sans s'arrêter. Intriguée, elle se leva et marcha lentement vers le banc, prenant soin de ne pas effrayer la petite. En s'approchant, elle remarqua la pâleur de son visage, les cernes sous ses yeux et l'absence de tout signe de joie. « Bonjour », dit-elle doucement en s'accroupissant à son niveau. « Tu es toute seule, ma chérie ?» La fillette tourna lentement la tête vers elle sans répondre. Ses yeux bruns étaient grands ouverts, mais vides. Claire ressentit une inquiétude immédiate, maternelle, viscérale. « Je m'appelle Claire. Et toi ?» Après un instant de silence, la petite répondit dans un souffle à peine audible, « Juliette. »« Est-ce que quelqu'un est avec toi, Juliette ? Tes parents ? Une nounou, peut-être ?» Juliette haussa les épaules, comme si la question elle-même lui semblait trop difficile à traiter. Claire s'assit alors à côté d'elle, sortit un des sandwichs de son sac et le tendit. « Tu veux manger un peu ? C'est au fromage et au jambon, mon fils adore. » La petite hésita puis prit le sandwich avec lenteur, comme si chaque mouvement était un effort. Claire la regardait manger avec une lenteur mécanique, mais elle constata qu'elle avalait quand même, preuve que la faim n'était pas feinte. Pendant ce temps, Théo revint en courant, les joues rouges. Il s'arrêta net en voyant la fillette. « Maman, qui c'est ? » ?»« Elle s'appelle Juliette. Elle est un peu fatiguée, alors on va rester un moment avec elle, d'accord ?» Théo, curieux, s'assit à côté de Claire et observa Juliette. Sans poser de questions, il sortit un petit bonhomme en plastique de sa poche et le plaça doucement à côté d'elle. « Tu veux jouer ?» Juliette ne répondit pas, mais ses yeux suivirent les mouvements de Théo et ses doigts frôlèrent la figurine. Un très léger frémissement parcourut ses lèvres, peut-être un début de sourire que Claire ne manqua pas de remarquer. Le temps passa et personne ne vint chercher Juliette. Claire, de plus en plus inquiète, tenta de demander autour d'elle, mais personne ne semblait connaître l'enfant. Elle commença à envisager d'appeler la police ou les services sociaux lorsqu'un cri sec et pressé traversa l'air. « Juliette !» Un homme en costume, visiblement hors d'haleine, courait dans leur direction. Il s'arrêta net en voyant, à la scène, sa fille assise entre une inconnue et un petit garçon, un sandwich à moitié mangé dans les mains. « Papa !» murmura Juliette. Il s'agenouilla aussitôt devant elle, la prit doucement par les épaules, les yeux embués d'angoisse. « Mon Dieu, je t'ai cherché partout. Tu vas bien ?» Claire se leva un peu déstabilisée par l'irruption. L'homme se redressa, tenant Juliette par la main. « Je suis désolé. Merci. Merci de vous être occupé d'elle. » La nounou a tourné les yeux une seconde et elle a disparu. « C'est ma fille. Je m'appelle Émile Laurent. » Il parlait vite, nerveusement, mais ses mots étaient choisis. Claire hocha simplement la tête. Elle avait l'air perdue et fatiguée. Je ne pouvais pas la laisser seule. Il la regarda alors vraiment pour la première fois. Quelque chose dans son regard changea, une reconnaissance mêlée de gêne. Elle a des difficultés à marcher, une paralysie partielle, et elle ne parle pas beaucoup. Surtout depuis... Il s'interrompit, se mordit la lèvre.
puis détourna le regard. Juliette, toujours silencieuse, serrait maintenant la main de son père. « Merci encore une fois. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver si vous ne l'aviez pas vue. » Claire hocha la tête, puis prit la main de Théo. « Prenez soin d'elle. » Ils échangèrent un dernier regard et chacun repartit de son côté. Mais en marchant vers l'arrêt de bus, Claire ne pouvait s'empêcher de repenser au regard vide de Juliette, à sa solitude et au visage marqué de son père. Quelque chose lui disait que cette rencontre, pourtant brève, n'était que le début d'un chapitre inattendu de sa vie. Et dans l'autobus du retour, alors que Théo s'endormait contre son épaule, Claire tenait encore dans sa main le petit bonhomme en plastique que Juliette avait oublié sur le banc. Le lundi matin s'annonçait comme tous les autres, chargé, précis, rythmé par les obligations et les courses contre la montre. Claire, après avoir déposé Théo à l'école primaire du quartier, se précipita vers la cuisine de l'école communautaire. Elle n'eut pas une seconde pour elle jusqu'à la fin du service, entre les casseroles à récurer, les légumes à découper et les fourneaux à surveiller. Pourtant, malgré la routine oppressante, son esprit s'échappait sans cesse vers cette rencontre étrange au parc. Le regard de Juliette, son silence, la gratitude nerveuse de l'homme qui s'était présenté comme Émile Laurent. Elle n'avait pas l'habitude que des inconnus marquent autant son esprit, mais il y avait eu quelque chose d'inachevé dans cette scène, comme une page tournée trop vite. Vers 18 heures, alors que Claire venait à peine de poser son sac sur le canapé, éreintée mais soulagée d'être enfin chez elle, un coup sec fut frappé à la porte. Elle fronça les sourcils, surprise. Elle n'attendait personne. Elle ouvrit avec prudence, laissant seulement la chaîne de sécurité. Un homme se tenait là, vêtu d'un long manteau sombre, les cheveux légèrement en bataille par le vent et les yeux cernés comme s'il n'avait pas dormi. Il ne fallut qu'une seconde à Claire pour le reconnaître. C'était lui, Émile Laurent. Il leva une main hésitante. « Bonsoir. Je suis désolé de venir ainsi, sans prévenir. J'ai demandé à l'accueil du parc hier. Ils m'ont dit que vous veniez souvent avec votre fils. J'ai aussi appelé plusieurs écoles en expliquant la situation et, enfin, quelqu'un m'a dit que je pourrais peut-être vous trouver ici. » Claire, encore méfiante mais curieuse, ouvrit la porte en grand. Émile entra sans bruit, ses yeux parcourant rapidement la pièce modeste mais propre. « Je voulais vous remercier encore une fois. Et m'excuser. Je ne sais pas ce que vous avez pu penser, mais je n'ai pas su réagir hier comme il le fallait. J'étais dépassée. » Claire hocha simplement la tête, puis désigna la petite table en bois de la cuisine. « Vous voulez vous asseoir ? Je viens à peine de rentrer, mais j'ai encore un peu de café. »« Volontiers. » Ils s'assirent. Claire lui servit une tasse, ses gestes méthodiques trahissant une certaine nervosité. Elle n'avait jamais reçu quelqu'un comme lui. Émile semblait appartenir à un monde bien plus lointain que le sien. Ses vêtements, bien que froissés, étaient de bonne facture. Ses manières, contenues mais polies, trahissaient une éducation stricte. Pourtant, quelque chose dans ses yeux, dans sa posture légèrement recroquevillée, le rendait humain, vulnérable. « Juliette va bien ?» demanda Claire. Émile acquiesça. « Elle est encore un peu silencieuse, mais elle m'a parlé de vous. Elle a dit que vous aviez été gentille et qu'elle voulait revoir le petit garçon. Théo, c'est ça ?» Claire sourit malgré elle. « Oui, Théo, il parle beaucoup plus qu'elle. Je crois que ça l'a un peu déstabilisée. Elle n'a pas l'habitude. Depuis quelque temps... Enfin, elle est très repliée. J'essaie, mais... ce n'est pas facile. » Depuis que sa mère... Il s'interrompit, le regard fixé sur sa tasse. Claire comprit immédiatement qu'il y avait une histoire lourde derrière cette pause. « Vous savez, dit-elle doucement, parfois un enfant a juste besoin de se sentir vu. Pas seulement protégé ou nourri, vu, écouté. » Émile releva les yeux vers elle. Il semblait surpris par la justesse de ses mots. Il prit un instant, puis sortit un petit carnet de sa poche. « J'ai une demande un peu étrange. Je sais que vous travaillez déjà et que vous avez un fils. Mais Juliette ne supporte plus la crèche spécialisée où elle est censée aller 3 fois par semaine. Je me suis demandé si vous seriez d'accord pour passer un peu de temps avec elle, pas en tant que nounou, plutôt comme une présence rassurante, une accompagnante. » Claire resta silencieuse. La proposition, bien que flatteuse, réveillait immédiatement un tourbillon d'interrogations. Était-ce approprié? Avait-elle le temps? Était-ce une bonne idée pour Théo? Et pour elle-même, elle ne connaissait cet homme que depuis la veille,
et déjà il lui demandait de s'approcher d'un monde qu'elle avait passé sa vie à contourner. « Je vous paierai bien entendu, » continua Émile. « C'est important. Pas par charité, mais parce que je crois que vous avez ce que Juliette n'a plus depuis longtemps, une douceur authentique. » Claire sentit ses joues chauffer. Elle ne savait pas comment répondre. Elle regarda autour d'elle, comme si son petit salon pouvait lui souffler une décision. « Je ne peux pas vous promettre grand-chose, dit-elle enfin. J'ai beaucoup de contraintes, et je ne veux pas que Théo en souffre. »« Bien sûr, je comprends. Ce serait juste quelques heures, 2 ou 3 fois par semaine, quand vous le pouvez. » Il sortit une carte de visite, la posa sur la table. « Prenez le temps d'y penser. Je ne vous dérangerai plus si vous décidez que ce n'est pas pour vous. » Il se leva, la remercia à nouveau, puis quitta l'appartement avec la même discrétion qu'il y était entré. Claire referma la porte, resta un moment immobile, fixant la carte entre ses doigts. Son cœur battait plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Cette visite impromptue, cette demande inattendue, ce regard chargé d'une tristesse contenue, tout cela venait de fissurer une routine qu'elle pensait inébranlable. Et elle ne savait pas encore si elle devait s'en réjouir ou s'en inquiéter. Le papier de la carte de visite d'Émile était épais, satiné, d'un blanc impeccable, le nom gravé en lettres argentées, sobrement, Émile Laurent. Aucune mention de son activité, seulement un numéro de téléphone portable et une adresse dans le 6e arrondissement. Claire la tenait entre ses doigts depuis 2 jours, la regardant comme on regarde un objet trouvé dont on ignore s'il faut le garder ou le jeter. Elle l'avait posé sur la table, puis glissé dans un tiroir pour finalement la retrouver au fond de son sac, froissée entre des tickets de bus et une liste de courses. Chaque fois qu'elle la voyait, une légère tension la prenait dans la poitrine. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Théo. Le souvenir de Juliette, frêle et silencieuse, la hantait. Il y avait dans cette fillette quelque chose d'inachevé, comme une promesse que personne ne semblait vouloir tenir. Claire y repensait souvent pendant ses longues soirées d'études, se demandant si son refus de s'impliquer davantage ne relevait pas d'une forme de lâcheté. Pourtant, accepter cette proposition signifiait bousculer son fragile équilibre, bouleverser une organisation millimétrée. C'est finalement un appel qui fit basculer sa décision. Un jeudi matin, alors qu'elle venait à peine de servir les derniers repas à l'école, son téléphone vibra. Elle reconnut le numéro sans l'avoir enregistré. Émile, à l'autre bout du fil, parla doucement. « Je suis désolé de vous déranger. Juliette me parle de vous chaque soir. Elle ne parle jamais autant. Je me demandais si vous accepteriez de passer ce samedi après-midi avec elle. Juste une fois, pour voir. » Il n'insista pas. Il n'argumenta pas. Il laissa la question suspendue, respectueux, presque vulnérable. Et Claire, à sa propre surprise, accepta. Le samedi suivant, elle se présenta à l'adresse indiquée. Un immeuble haussmannien aux façades claires, gardien à l'entrée, ascenseur ancien à grille. Elle avait mis sa plus belle blouse, celle qu'elle réservait aux entretiens, et avait confié Théo à une voisine. Ses mains étaient moites, son cœur battait fort. Quand Émile ouvrit la porte, il semblait à la fois soulagé et nerveux. L'appartement derrière lui était lumineux, spacieux, ordonné à l'excès. Juliette l'attendait dans le salon, assise sur un tapis orné de motifs floraux. Elle leva les yeux en la voyant et un sourire timide, presque invisible, étira ses lèvres. Claire s'agenouilla lentement à hauteur de la fillette. « Bonjour Juliette, tu te souviens de moi ?» La petite hocha la tête, puis tendit lentement une de ses poupées vers Claire. Le geste, anodin en apparence, était chargé de sens. Émile les observa un instant, puis s'éloigna, leur laissant de l'espace. La porte du salon se referma doucement derrière lui. Pendant 2 heures, Claire et Juliette restèrent ensemble. Elles ne parlèrent que peu, mais la connexion fut immédiate. Juliette montra ses livres préférés, ses jouets, sa boîte à musique, qu'elle ouvrit avec soin, révélant une ballerine tournoyant sur un air ancien. Claire répondit à chaque geste avec patience, parfois avec tendresse, mais sans jamais brusquer l'enfant. Peu à peu, Juliette sembla s'épanouir. Elle montra même une de ses jambes, enveloppée dans une attelle discrète. Claire comprit, sans qu'un mot soit dit, que cette faiblesse physique n'était qu'une partie d'un mal plus profond. À la fin de l'après-midi, Émile les rejoignit. Il resta un moment sans parler, observant sa fille qui semblait plus détendue qu'il ne l'avait vue depuis des mois. Claire se leva, prête à partir. « Merci, dit-il. Je ne sais pas comment vous faites. » Claire sourit.
Je ne fais rien de spécial. Elle a juste besoin de quelqu'un qui l'écoute. » Justement, c'est ça qui est spécial. Il proposa alors, presque timidement, que cette visite devienne régulière. Il ne parlait plus de quelques heures, mais d'un engagement plus stable. Claire hésita. Elle pensa à ses horaires, à ses cours, à Théo. Elle ne pouvait pas tout abandonner. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer ce qu'elle avait vu. Une enfant trop seule, un père trop brisé, une maison trop silencieuse. Elle proposa un compromis, 2 après-midi par semaine. Elle viendrait après son travail, resterait jusqu'au soir. Émile accepta sans discuter, comme si c'était plus qu'il n'osait espérer. Et ainsi, peu à peu, Claire devint une figure familière dans l'appartement des Laurent. Elle s'installait dans le salon, lisait des histoires, jouait à des jeux simples, encourageait Juliette à faire de petits exercices physiques. Elle ne posait pas de questions, ne fouillait pas dans le passé. Elle se contentait d'être là, présente. Mais en observant la maison, elle nota des détails qui ne cadraient pas avec l'image extérieure. Un cadre photo manquant sur un mur, des vêtements de femme encore suspendus dans une armoire à moitié vide, un piano fermé recouvert de poussière. Émile apparaissait rarement pendant ses visites, souvent enfermé dans son bureau. Quand ils se croisaient, leurs échanges étaient brefs, mais marqués par une politesse inhabituelle, presque solennelle. Un jour, Juliette demanda à Claire pourquoi elle n'avait pas de maman comme les autres. La question laissa Claire sans voix. Elle lui répondit doucement que toutes les familles étaient différentes et que parfois, certaines personnes partaient sans qu'on sache pourquoi. Juliette hocha simplement la tête, comme si elle comprenait bien plus que ce qu'elle disait. Avec le temps, Claire sentit un changement subtil en elle. Ce qui avait commencé comme un simple arrangement devint une part essentielle de son quotidien. Elle commença à attendre ces moments avec impatience, à anticiper les sourires timides de Juliette, à écouter les silences d'Émile qui en disaient parfois plus long qu'un long discours. Elle comprit, sans l'avoir cherché, qu'elle entrait dans une histoire plus grande que la sienne et qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. L'hiver s'était discrètement installé à Lyon. Le vent qui balayait les rues n'était pas encore glacial, mais portait déjà les promesses d'un froid plus dur. Dans l'appartement des Laurent, la lumière du jour pénétrait à peine, filtrée par de lourds rideaux gris. Claire passait désormais 3 après-midi par semaine auprès de Juliette, une régularité que la fillette semblait accueillir comme une évidence silencieuse. Elle ne demandait plus si Claire reviendrait. Elle savait, et cette simple certitude suffisait à alléger quelque chose dans son regard. Pourtant, malgré la présence constante et rassurante de Claire, un voile de tristesse persistait sur le visage de Juliette. Elle jouait, oui. Elle écoutait les histoires, construisait des tours avec les blocs en bois, manipulait ses poupées avec un soin étrange, presque cérémoniel. Mais elle ne riait pas. Pas un vrai rire, franc, spontané. Ses sourires restaient fugaces, retenus, comme s'ils lui étaient interdits. Claire le remarqua vite. Elle tenta d'en parler à Émile, un soir où ils s'étaient retrouvés dans la cuisine, le silence les enveloppant. Elle semble triste. Même quand elle joue, il y a comme une barrière invisible autour d'elle. Émile, qui s'apprêtait à verser de l'eau chaude dans une tasse, s'arrêta dans son geste. Il resta un moment immobile, puis reposa la bouilloire. « Elle l'est, répondit-il simplement. Il ne développa pas. Et Claire, consciente que le silence était encore la langue la plus parlée dans cette maison, n'insista pas. Elle savait que les réponses viendraient en temps voulu, ou peut-être jamais. Mais Juliette, elle, méritait plus. Alors Claire décida de redoubler d'efforts. Elle inventa des jeux, apporta des livres de la bibliothèque municipale, cuisina, même avec elle de petites douceurs, espérant éveiller un enthousiasme caché. Elle réussit parfois à obtenir un sourire plus large, une lueur plus vive dans les yeux, mais cela ne durait jamais. Un après-midi de décembre, alors que la lumière tombait tôt, Claire proposa à Juliette un jeu de dessin. La fillette prit les crayons sans un mot et lentement traça une série de cercles. Au centre, une maison. À droite, un personnage grand, mince, les bras le long du corps. À gauche, une silhouette plus petite, avec une robe. Et plus loin, à l'écart, une autre figure. Quand Claire lui demanda qui était qui, Juliette pointa chaque personnage du doigt. « Papa. »« Moi, maman. » Puis elle ajouta à voix basse. « Maman est partie. » Claire sentit sa gorge se serrer. Elle posa une main sur l'épaule de Juliette qui continua à dessiner, concentrée,
comme si ce simple acte suffisait à contenir ses émotions. Quelques minutes plus tard, elle s'arrêta, leva les yeux vers Claire et murmura « Je n'aime pas cette maison ». La phrase était claire, sans détour, posée comme une vérité qu'elle ne pouvait plus contenir. Claire. Elle ne sut que répondre. Elle prit le temps de réfléchir, puis dit doucement « Pourquoi, ma chérie ?» Juliette haussa les épaules. Elle triturait maintenant un bout de papier roulé entre ses doigts. Papa ne parle pas. Il ne sourit pas. Il reste toujours dans son bureau. Il ne me regarde pas comme avant. Claire sentit une douleur sourde monter en elle. Elle avait perçu, sans en saisir l'ampleur, cette distance entre le père et la fille. Mais l'entendre de la bouche de Juliette donnait à cette douleur une dimension insoutenable. « Tu lui manques, tu sais ?» dit-elle. « Alors pourquoi il ne me parle pas ?» Claire prit un moment avant de répondre. Elle savait qu'aucune phrase ne réparerait le vide. Mais elle essaya. Parfois, quand les grandes personnes sont tristes, elles oublient comment montrer qu'elles aiment. Ce n'est pas qu'elles ne t'aiment pas, c'est juste qu'elles ont oublié comment le dire. Juliette ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête contre le bras de Claire et resta ainsi, longtemps, silencieuse. Ce fut le premier geste, d'affection spontanée depuis le début. Claire sentit un frisson la parcourir. Ce contact léger, ce besoin d'être tenue, valait plus que toutes les paroles du monde. À partir de ce jour, Juliette se montra un peu plus ouverte. Elle demandait, parfois à Claire, de rester pour le dîner. Elle chantonnait en dessinant. Elle posait des questions sur Théo, sur les plats que Claire cuisinait à l'école, sur les animaux, mais jamais sur sa mère. Ce nom, cette présence absente, restait enfermée dans un recoin de sa mémoire que même Claire n'osait pas, forcer. Un soir, Émile entra dans le salon plus tôt que d'habitude. Il trouva sa fille assise sur le tapis, la tête contre l'épaule de Claire, un livre ouvert entre elles. Il resta figé un instant, puis dit, presque à voix basse, « Merci !» Claire leva les yeux vers lui. Il avait l'air plus fatigué que jamais. Ses traits étaient tirés, ses vêtements froissés. Mais dans son regard, pour la première fois, il y avait quelque chose d'autre. Pas seulement de la gratitude, un espoir, fragile, incertain, mais réel. Il s'approcha, s'agenouilla à côté de Juliette et posa une main sur son dos. La fillette ne bougea pas, mais son corps se détendit. Claire se leva lentement, leur laissant un moment à deux. En quittant la pièce, elle ne put s'empêcher de penser que peut-être, ce soir-là, quelque chose avait changé. Peut-être que derrière cette tristesse persistante, une ouverture était en train de naître, une fissure dans le mur du silence, et que Juliette, doucement, lentement, retrouvait le chemin vers un monde moins froid. Depuis plusieurs semaines, la maison des Laurent semblait respirer autrement. Les rideaux étaient plus souvent ouverts, laissant la lumière pénétrer dans les pièces autrefois plongées dans une pénombre constante. Juliette, bien que toujours silencieuse à certains moments, avait gagné en vivacité. Elle chantait parfois toute seule en jouant, riait discrètement lorsque Claire lui lisait une histoire particulièrement drôle et acceptait désormais de marcher lentement mais volontairement entre les pièces, s'appuyant sur les meubles pour avancer. Claire observait ces changements avec une émotion mêlée de prudence. Elle savait que rien n'était gagné, que la blessure de Juliette était profonde. Mais elle reconnaissait les signes d'un mieux. C'était un jeudi pluvieux lorsqu'Émile, pour la première fois, l'invita à rester après que Juliette fut couchée. Il était resté silencieux pendant tout le dîner, comme souvent, répondant aux questions de sa fille avec douceur, mais parcimonie. Ce n'est qu'après avoir déposé Juliette dans son lit qu'il rejoignit Claire dans la cuisine, les manches de sa chemise retroussées, l'air fatigué, mais étrangement décidé. Elle était en train de ranger les assiettes quand il l'interrompit. « Est-ce que vous avez quelques minutes? J'aimerais vous montrer quelque chose. » Surprise, Claire acquiesça. Il la conduisit dans une pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant, située au bout du couloir. Il ouvrit la porte avec lenteur, presque avec crainte. L'intérieur était sombre, figé dans le temps. Des étagères pleines de livres, des photos encadrées, un fauteuil vide recouvert d'un châle beige. L'odeur de lavande mêlée à celle du papier ancien flottait dans l'air. C'était son bureau, dit-il en entrant. Claire le suivit sans un mot. Il s'avança vers une commode, ouvrit un tiroir et en sortit un carnet relié de cuir. Il le posa sur le bureau sans l'ouvrir. Elle écrivait tout, les rendez-vous, les recettes, les pensées, même ses rêves. Je n'ai pas pu le lire depuis qu'elle est partie. Claire comprit aussitôt. La mère de Juliette,
L'absence pesante, omniprésente, le silence, la douleur que personne n'avait encore osé nommer. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle, doucement, presque à contre-cœur. Émile resta un moment immobile, les yeux fixés sur le carnet. Un accident de voiture, 2 ans auparavant. Une nuit d'hiver. Elle revenait d'un dîner chez des amis. J'étais resté à la maison avec Juliette. Elle avait insisté pour sortir, prendre un peu d'air, disait-elle. On s'était disputé avant qu'elle parte. Une bêtise, une histoire de rien. Elle m'a dit, on en parlera demain. Mais il n'y a pas eu de demain. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains, elles, trahissèrent l'émotion. Claire n'osa pas bouger. Il continua, comme s'il avait besoin de dire ces mots à haute voix pour les affronter enfin. La voiture a glissé sur la route mouillée. Le chauffeur en face n'a rien pu faire. Elle est morte sur le coup. Et moi j'étais là à la maison à attendre qu'elle rentre, en croyant encore qu'on aurait le temps de se réconcilier. Il se tourna vers Claire, les yeux rouges mais secs. Depuis, tout est devenu flou. Je suis resté ici, enfermé dans cette routine. Juliette a arrêté de parler. Elle a développé cette paralysie partielle, d'origine nerveuse selon les médecins. Moi, je me suis enfermé dans le travail, dans le silence. Claire s'approcha, posa une main sur le dossier du fauteuil. « Vous avez fait ce que vous avez pu !» Il hocha lentement la tête, comme s'il ne croyait pas vraiment à ces mots. Puis il reprit « Je ne vous ai jamais vraiment dit pourquoi j'ai insisté pour que vous veniez. Ce n'est pas seulement parce que Juliette vous aime bien, c'est parce que vous êtes la première personne à entrer ici sans provoquer chez elle de recul. Elle vous regarde comme elle regardait sa mère. Avec confiance. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Et moi, je ne sais plus comment être père. Chaque geste me paraît faux. Chaque parole est une tentative maladroite. J'ai l'impression d'échouer chaque jour un peu plus. Et puis vous êtes arrivé. Et j'ai vu le changement. En elle. En moi. » Claire baissa les yeux, prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle ressentait à la fois une compassion immense et une forme de responsabilité qu'elle n'avait jamais souhaitée. Elle n'était qu'une mère seule, une cuisinière qui avait pris un travail d'appoint. Elle n'était pas préparée à porter le poids de ce deuil, de cette maison figée dans le passé. « Vous ne pouvez pas rester seule dans cette douleur, » dit-elle enfin. Il la regarda longuement. Ce regard n'avait plus rien de l'homme distant et froid qu'elle avait rencontré au parc. C'était celui d'un homme brisé, qui cherchait à se reconstruire sans savoir par où commencer. Ils restèrent un moment en silence, dans cette pièce où tout parlait d'elle. Claire sentait la présence de cette femme qu'elle n'avait jamais connue et qui pourtant occupait une place centrale dans cette histoire. Elle comprenait maintenant d'où venait la tristesse de Juliette. Ce n'était pas seulement la perte d'une mère. C'était aussi l'absence d'un père enfermé dans sa propre culpabilité. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire marcha lentement sous la pluie fine. Les mots d'Émile tournaient dans sa tête. Le carnet, les disputes, l'accident. Elle repensait aussi au regard de Juliette, à son besoin d'être vue, aimée, protégée. Elle comprenait mieux maintenant. Et dans ce mélange de douleur et d'humanité, elle sentit naître en elle un sentiment qu'elle n'osait encore nommer. Ce n'était pas seulement de la compassion, c'était plus profond, plus intime, et plus dangereux aussi, car elle savait qu'en acceptant de rester, elle s'engageait bien au-delà d'un simple travail. Les jours raccourcissaient, et le froid s'intensifiait, imposant un rythme plus feutré à la ville. Dans l'appartement des Laurent, une atmosphère nouvelle s'installait, faite de silences moins pesants, de gestes plus mesurés, de présences plus attentives. Claire venait désormais presque chaque fin d'après-midi. Elle s'était peu à peu intégrée dans la routine de la maison, non plus comme une intervenante extérieure, mais comme une partie organique de cette structure bancale. Juliette, qui autrefois l'attendait assise, silencieuse et figée, venait désormais l'accueillir à la porte, avec cette façon lente et déterminée de marcher qu'elle semblait maîtriser un peu plus chaque semaine. La lumière dans ses yeux s'était intensifiée. Il y avait parfois un éclat nouveau, furtif mais bien réel. Émile, quant à lui, avait commencé à apparaître plus souvent durant ces heures partagées. Au début, il restait à distance, observant de loin, se tenant dans l'encadrement d'une porte ou feignant de consulter des dossiers. Mais peu à peu, il s'était approché. Il proposait parfois une activité commune, un puzzle, un dessin, ou simplement un moment partagé autour d'un chocolat chaud. Ses gestes restaient hésitants,
comme s'il marchait sur un sol instable, mais il faisait l'effort. Juliette l'acceptait, lentement, sans enthousiasme débordant, mais sans résistance non plus. Claire remarquait que l'enfant surveillait son père du coin de l'œil, qu'elle cherchait des signes de constance, de chaleur, de réassurance. Et lorsqu'Émile s'asseyait à ses côtés, Juliette semblait légèrement se détendre. Claire se retrouvait, sans l'avoir voulu, au centre de cette dynamique naissante. Elle était le trait d'union, l'équilibre entre une douleur ancienne et une tendresse en réapprentissage. Elle ne se mêlait jamais directement aux efforts d'Émile, mais sa seule présence semblait faciliter les choses. Parfois, elle sortait dans la cuisine pour préparer une collation et, en revenant, trouvait Juliette appuyée contre son père, écoutant attentivement un récit du passé, une anecdote, un souvenir. Ces instants, rares mais précieux, donnaient à Claire l'impression d'assister à la reconstruction d'un lien brisé. Cependant, rien n'était simple. Émile portait encore en lui des résistances profondes. Il était capable d'une douceur infinie, puis sans prévenir se refermait, devenait brusque dans ses gestes, absent dans son regard. Claire le surprit un soir seul dans le salon, assis dans le noir fixant le vide. Elle hésita à parler, mais il la devança. « Il y a des jours où je pense que je vais mieux. Et puis, tout revient. Un mot, une odeur, une musique. Et je ne suis plus qu'un homme qui n'a pas su protéger sa famille. » Claire s'assit doucement à côté de lui. Elle n'essaya pas de minimiser ni de consoler. Elle savait que les blessures profondes ne se referment pas à coups de phrases toutes faites. Elle resta silencieuse, partageant son silence comme un acte de présence sincère. Ce fut Émile qui brisa de nouveau le mutisme. « Vous ne posez jamais de questions, ni sur moi, ni sur elle, ni sur ce qu'était notre vie, parce que je respecte ce que vous ne dites pas et que je vois ce que vous montrez. » Émile la regarda longuement. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Ce n'était pas encore le moment. Claire le sentait. Leur relation, encore fragile, devait se construire lentement, sans brusquer les étapes. Ce qu'ils partageaient était à la fois ténu et profond, basé non sur des promesses, mais sur des gestes, des silences, des présences. Juliette, elle, semblait ressentir intuitivement cette évolution. Elle devenait plus expressive, posait des questions, riait même par instants. Elle demanda un jour à Claire si elle connaissait des chansons d'enfants. Claire commença à lui chanter une berceuse, que sa propre mère lui chantait autrefois, et Juliette écouta les yeux grands ouverts, comme si elle redécouvrait un langage oublié. Émile, depuis le couloir, s'arrêta pour écouter. Ce moment, suspendu d'une simplicité bouleversante, scella quelque chose d'indicible entre eux. Mais tout cela restait fragile. Un dimanche après-midi, Claire proposa une sortie au parc. Juliette sauta presque de joie, malgré les contraintes de mobilité. Émile accepta d'accompagner, après quelques hésitations. Sur place, Juliette retrouva le même banc où elle s'était assise seule des mois auparavant. Elle s'y installa à nouveau, mais cette fois entre Claire et son père. Ils restèrent ainsi longtemps, à regarder les canards glisser sur l'eau. Claire offrit un sandwich à Juliette, comme ce jour-là. L'enfant le prit, puis regarda son père. « Tu te souviens, papa? C'est ici que je l'ai rencontré. » Émile acquiesça. « Je m'en souviens très bien. » Juliette sourit. Claire sentit une chaleur l'envahir. Le cercle semblait se refermer, non comme une fin, mais comme un point de départ possible. Une boucle discrète, un rappel de ce que chacun avait traversé pour en arriver là. Mais au fond d'elle, Claire restait sur ses gardes. Elle savait que le passé n'abandonne jamais si facilement, et que les histoires tissées sur la douleur peuvent se défaire au moindre accroc. Ce qu'ils construisaient ensemble tenait encore de l'équilibre instable. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie d'y croire. Le mois de janvier s'étirait lentement, traînant derrière lui son ciel gris et ses vents acérés. Dans l'appartement des Laurent, les journées suivaient, désormais une cadence nouvelle, une routine marquée par les visites de Claire, les progrès de Juliette et les efforts visibles d'Émile pour redevenir père. La tristesse restait là, tapie, mais n'envahissait plus chaque recoin. Elle cohabitait avec la douceur, la tendresse timide, les gestes appris à nouveau. Tout semblait suivre une direction délicate mais stable, comme si chacun, à sa manière, avait trouvé un rythme commun. Mais les équilibres fragiles sont souvent ceux que la vie se plaît à mettre à l'épreuve. Ce fut un vendredi soir,
que le passé frappa, presque littéralement, à la porte. Claire venait d'aider Juliette à ranger ses jouets quand la sonnette retentit. Elle s'attendait à voir un livreur ou un voisin égaré. Ce fut un homme grand, élégant, au regard perçant, qui apparut dans l'embrasure. Il portait un manteau sombre, des gants de cuir et tenait dans sa main une valise. Émile, arrivé à la porte avant Claire, resta figé. « Antoine » souffla-t-il. « Bonsoir, Émile, je suis de retour. » Claire comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une visite anodine. L'air dans la pièce semblait s'être alourdi en un instant. Juliette, qui avait entendu le nom, se glissa derrière Claire, inquiète. Émile fit entrer l'homme sans un mot, le visage fermé. Claire se retira prudemment avec Juliette, mais ses oreilles restaient attentives. Elle devina à demi-mot qu'il s'agissait du frère de la défunte épouse d'Émile, Antoine Laurent, un nom qu'elle n'avait encore jamais entendu. Les jours suivants furent tendus. Antoine s'installa dans une chambre d'amis et sa présence redessina les contours de la maison. Il était courtois, mais son regard sur Claire était froid, distant, presque accusateur. Il l'observait, la scrutait, comme s'il cherchait en elle une faille invisible. Juliette, d'abord contente de voir son oncle, devint rapidement plus réservée. Claire sentait qu'Antoine introduisait une tension subtile, un malaise que même les murs semblaient ressentir. Un soir, alors qu'Émile était absent, Antoine proposa à Claire un café dans la cuisine. Elle hésita, puis accepta. Il s'assit, croisa les bras et planta son regard dans le sien. « Je vais être direct, mademoiselle Martin. Je vous observe depuis quelques jours. Je vois ce que vous représentez pour Juliette, et je n'enlève rien à ce que vous avez pu faire pour elle. » Claire resta silencieuse, sur la défensive. « Mais je me demande, poursuivit-il, quelles sont vos réelles intentions ici? Vous êtes entré dans cette maison presque par hasard et aujourd'hui, vous y êtes presque tous les jours. Vous influencez les décisions, vous partagez les repas, vous vous êtes installé dans un espace qui ne vous appartient pas. » Claire sentit la colère monter, mais elle la contint. Elle parla d'une voix calme. « Je ne me suis rien approprié. Je suis ici parce qu'on m'a demandé de venir. Parce que Juliette avait besoin de moi. Besoin ou attachement conditionné par le vide laissé par sa mère. Vous comblez un manque, c'est indéniable. Mais êtes-vous prête à en assumer les conséquences? Savez-vous ce que cela implique de vous lier ainsi à un homme encore endeuillé et à une enfant aussi vulnérable? » Claire se leva. « Je ne vous dois pas d'explication. Je fais ce que je fais avec sincérité. Je ne cherche ni fortune, ni place, ni reconnaissance. Seulement à aider une enfant que j'ai vue souffrir. » Antoine sourit sans chaleur. « Je n'en doute pas. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas toujours. Et dans cette famille, les décisions ont des conséquences. Je suis ici pour m'assurer qu'Émile ne se laisse pas égarer par la gratitude ou par un besoin désespéré de remplir un vide. » Claire quitta la pièce sans un mot de plus, le cœur lourd. Elle savait que ses paroles n'étaient pas entièrement fausses. Elle avait ressenti, elle aussi, le glissement progressif entre le rôle d'accompagnante et une présence affective plus forte. Elle s'était attachée à Juliette, à ses progrès, à son regard, et malgré elle, à Émile. Mais cet attachement n'avait rien d'un calcul. Il était le fruit d'un vécu partagé, d'un quotidien sincère. Le lendemain, Émile la retrouva dans la cuisine, les traits tendus. « Antoine m'a parlé, dit-il. » Claire le regarda, prête à se défendre, mais il leva une main. « Il n'a pas à te juger. Ce qu'il pense, ce qu'il croit voir, n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici. » « Mais il a raison sur une chose, » murmura Claire. « Je suis entrée dans votre vie sans y être préparée. Et maintenant, je ne sais plus où est ma place. » Émile s'approcha, hésita, puis posa une main sur son épaule. « Ta place est là, tant que tu voudras y être. » Mais Claire, blessée, secoua la tête. « Je vais prendre un peu de distance, juste pour réfléchir. » Et sans un mot de plus, elle quitta l'appartement. Ce soir-là, Juliette demanda où était Claire. Émile, incapable de répondre, se contenta de caresser les cheveux de sa fille, le regard perdu. Dans le silence de sa propre maison, Claire regarda Théo dormir et sentit une douleur sourde envahir sa poitrine. Elle avait voulu faire le bien, et au lieu de cela, elle avait réveillé des tensions qu'elle ne maîtrisait pas. Mais au fond, d'elle, une certitude persistait. Ce lien entre elle, Juliette et Émile, aussi improbable soit-il, ne pouvait pas s'effacer sous les soupçons d'un homme qui ne connaissait ni leur histoire, ni leurs blessures.
Les jours suivants furent d'un silence pesant. L'absence de Claire dans l'appartement résonnait comme un vide concret, un espace qu'aucun meuble, aucune parole et encore moins aucune routine ne pouvait combler. Émile, fidèle à ses habitudes d'autrefois, s'enferma de nouveau dans son bureau. Le retour d'Antoine avait agi comme un poison lent, infiltrant des doutes là où, timidement, la confiance commençait à germer. Il évitait désormais les regards directs de sa fille, comme s'il craignait de ne pas y retrouver cette lumière que Claire avait su réveiller. Quant à Juliette, elle subit cette soudaine disparition avec une intensité déconcertante. Au début, elle ne dit rien. Elle demanda une fois où était Claire et Émile répondit qu'elle devait se reposer. Juliette n'insista pas. Mais dès le lendemain, elle refusa de sortir de sa chambre. Les rideaux tirés, elle restait allongée, serrant contre elle une peluche que Claire lui avait offerte. Elle ne parla plus, ne rit plus, ne dessina plus. Elle s'alimentait à peine, poussant son assiette du bout des doigts. Elle ne pleurait pas, mais cette absence de réaction était en elle-même un cri, une forme d'implosion lente et silencieuse. Émile tenta de l'approcher, de lui parler, de retrouver ce lien qu'il avait à peine commencé à reconstruire. Mais Juliette se repliait davantage à chaque tentative. Antoine, témoin de cette régression brutale, adopta une posture plus distante, presque gênée. Il ne comprenait pas. Lui qui avait vu Claire comme une menace, observait maintenant, impuissant, les conséquences concrètes de son départ. Mais son orgueil l'empêchait d'admettre son erreur. Un matin, alors que la pluie battait les vitres et que l'hiver montrait son visage le plus sombre, Émile entra dans la chambre de sa fille et la trouva en position fétale, tremblante. Il s'approcha, la toucha doucement. Sa peau était glacée, son souffle court. Elle ne réagissait presque pas. Affolé, il la prit dans ses bras, la couvrit de plusieurs plaids, appela aussitôt le pédiatre, puis, sans attendre, la conduisit aux urgences. À l'hôpital, les médecins parlèrent de déshydratation, d'épuisement, d'un état de stress aigu. Ils dirent que la fillette avait subi un choc émotionnel. Ils posèrent des questions, beaucoup de questions. Émile, accablé de culpabilité, raconta ce qu'il pouvait. Il évoqua la disparition soudaine d'une figure importante dans la vie de Juliette, sans entrer dans les détails. L'équipe médicale recommanda un suivi psychologique renforcé. Mais au fond, Émile comprit que tout cela ne suffirait pas. Il ne s'agissait pas d'un problème médical, mais d'un lien brisé, d'une attache arrachée sans préavis. Il passa 2 nuits à l'hôpital, dormant sur une chaise près du lit de Juliette. Elle ouvrait parfois les yeux, mais ne disait rien. Ses doigts serraient encore cette peluche offerte par Claire, comme si c'était le seul fil qui la retenait encore. Émile, désespéré, revivait chaque moment des dernières semaines, cherchant où il avait failli. Il revoyait les rires timides de Juliette avec Claire, les regards furtifs qu'il échangeait avec elle, les dîners partagés, les silences complices. Tout cela balayé par un doute soufflé par un homme venu du passé, incapable de voir le présent. Le 3e jour, alors que Juliette semblait légèrement plus stable, Émile prit une décision. Il rentra brièvement à la maison, laissant Antoine auprès de l'enfant et prit son téléphone. Il composa le numéro qu'il avait tant de fois fixé sans oser appeler. La voix de Claire répondit, calme mais étonnée. « Claire, c'est moi, Émile. » Un silence, puis elle murmura, « Comment va Juliette ?» La voix d'Émile se brisa. « Elle ne va pas bien, elle est à l'hôpital. » Elle s'est effondrée, Claire. Elle ne mangeait plus, elle ne parlait plus, et je ne sais pas quoi faire. Un souffle à l'autre bout du fil. Elle a cru que je l'avais abandonnée. Elle t'attend encore, chaque jour, avec cette peluche que tu lui as donnée. Elle serre cet ours comme si c'était toi. Et moi j'ai laissé les doutes de mon beau-frère tout détruire. Claire ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis, où est-elle? 1 heure plus tard, elle entrait dans la chambre de Juliette. Elle portait un manteau sombre, les cheveux tirés, les traits marqués par l'inquiétude. Lorsqu'elle franchit le seuil, Juliette tourna lentement la tête. Ses yeux s'ouvrirent plus grands, et sans un mot, elle tendit les bras. Claire accourut, la prit doucement contre elle. L'enfant fondit alors en larmes. Pas des sanglots bruyants, mais un flot continu, silencieux, comme si tout ce qui avait été contenu explosait enfin. Émile, resté dans l'embrasure, sentit ses jambes fléchir. Il comprenait maintenant, sans équivoque, Claire n'était pas un passage, une présence accessoire,
une distraction bienveillante. Elle était devenue le centre vital d'un monde qu'il essayait de reconstruire. Après cet épisode, les médecins confirmèrent ce qu'Émile savait déjà. La présence de Claire était plus qu'un réconfort. Elle était essentielle, un repère émotionnel, un ancrage affectif. Juliette avait besoin d'elle, au même titre qu'elle avait besoin d'un traitement ou d'une thérapie. Émile n'attendit pas pour parler à Antoine. Cette fois, il ne cherchait ni l'approbation ni le débat. Ils s'assirent face à face et Émile, d'une voix ferme, dit « Tu as semé le doute et tu as failli briser ce que nous étions en train de reconstruire. Claire ne profite pas de nous. Elle nous aide à survivre. » Antoine tenta d'objecter, mais Émile le coupa net. « Je ne te demande pas de comprendre. Je te demande de partir. » Antoine se leva sans dire un mot. Le soir même, il quitta Lyon. Ce soir-là, Claire resta auprès de Juliette jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis elle sortit de la chambre, retrouva Émile dans le couloir. Il la regarda longuement comme s'il cherchait les mots justes. Elle prit la parole avant lui. « Il ne faut plus jamais que ça arrive. Elle mérite une stabilité, pas une autre rupture. Elle l'aura, je te le promets. » Et dans ce couloir d'hôpital, sans s'embrasser, sans se toucher, ils scellèrent une nouvelle forme d'accord, celle de ne plus laisser la peur ou les fantômes du passé détruire ce qu'ils étaient en train de construire, ensemble. Les jours qui suivirent la sortie de Juliette de l'hôpital furent marqués par une tension à la fois contenue et palpable. Bien que la petite retrouvât peu à peu de la vitalité au contact rassurant de Claire, le silence entre Émile et son entourage familial s'épaississait. Antoine était parti comme il était venu, sans explication, laissant derrière lui un désordre émotionnel que les mots ne suffiraient plus à réparer. Mais cette fois, Émile ne se replia pas. Il savait que le temps du silence était révolu. Il avait vu de ses propres yeux les conséquences de l'absence de décision. Il ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Pour Juliette, pour lui-même, et aussi de plus en plus clairement, pour Claire. Les murmures de la famille, les messes basses sur l'évolution de sa situation, les jugements dissimulés sous des politesses feintes, tout cela commençait à s'ébruiter au sein de leur cercle élargi. Des cousins, des tantes, quelques amis de longue date, tous semblaient avoir une opinion sur le fait qu'une femme extérieure, sans pédigré apparent, avait pris une place si centrale dans la vie des Laurent. Ce qui dérangeait n'était pas la personne de Claire en soi, mais ce qu'elle représentait. Une faille dans l'ordre établi, une intrusion dans un monde habitué aux lignées, aux traditions, aux convenances. Émile en fut pleinement conscient lorsqu'il reçut une invitation à dîner chez son oncle, un homme influent, gardien autoproclamé du prestige familial. Le ton de la lettre était courtois, mais son fond ne trompait pas. Il s'agissait d'une convocation dissimulée, sous des formes élégantes. Il accepta d'y aller, mais prit une décision inhabituelle. Il demanda à Claire de l'accompagner. « Tu n'es pas obligé, dit-il. Je ne veux pas te mettre dans une situation inconfortable. Mais si tu viens, ce sera Claire pour tout le monde. » Claire hésita. Elle connaissait la portée d'un tel geste. Ce n'était pas une simple visite familiale. C'était une déclaration. Pourtant, elle accepta. Pas pour s'imposer, mais pour ne plus avoir à se cacher, pour Juliette. Et elle le reconnaissait désormais aussi pour elle-même. Le soir du dîner, ils se présentèrent ensemble à la grande maison de famille située dans les hauteurs de Caluire. L'architecture majestueuse sentait les siècles et l'entre-soi. Le majordome les accueillit avec une politesse rigide, presque mécanique. La salle à manger était déjà remplie. L'oncle, deux tantes, un cousin avocat, qu'Antoine revenu pour l'occasion, assis droit, les mains jointes sur la nappe impeccable. Le repas débuta dans une fausse légèreté, faite de banalités et de souvenirs d'enfance. Puis, alors que le dessert était à peine entamé, l'oncle prit la parole d'un ton solennel. « Émile, nous avons tous beaucoup de respect pour toi, tu le sais, et nous admirons la manière dont tu as pris soin de Juliette dans les circonstances que nous connaissons. Mais certains choix récents nous interrogent. » Le mot « interrogeant » glissa dans la pièce comme une lame de couteau, dans un tissu trop tendu. Claire, assise à côté d'Émile, sentit tous les regards converger sur elle, comme si elle était un phénomène à examiner sous microscope. Elle ne répondit pas, se contentant de garder le regard droit. « Tu vis désormais entouré de… » Cette femme, reprit une tante. Et même si nul ne remet en cause son engagement auprès de Juliette,
Il serait irresponsable de ne pas envisager les risques, l'attachement émotionnel, la dépendance affective, les enjeux juridiques. Le cousin, avocat, intervint aussitôt à demi-mot. As-tu pris des mesures de protection? As-tu consulté un notaire, un conseiller familial, une assistante sociale? Il est de notre devoir de veiller à ce que les intérêts de Juliette soient juridiquement sécurisés. Tu es vulnérable, Émile. Ta douleur pourrait t'aveugler. Antoine, jusque-là silencieux, prit enfin la parole. Je sais que tu penses. Bien faire. Mais ce que tu construis repose sur une émotion passagère. Tu ne peux pas prendre de décision durable sur cette base. Claire est sans doute sincère, mais elle vient d'un autre monde. Elle ne connaît pas le nôtre. Elle ne peut pas comprendre les dynamiques que nous devons préserver. Émile posa alors sa serviette, se redressa et prit la parole d'une voix ferme, sans colère, mais avec une autorité inédite. Je vous ai écouté. Tous. Avec patience. J'ai laissé vos jugements s'infiltrer dans mes pensées jusqu'à douter de ce que je voyais de mes propres yeux. Mais ce temps est fini. Il se tourna vers Claire, puis vers les autres. Juliette a failli se perdre. Elle a glissé dans un vide que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne l'avez jamais regardé vraiment. Claire, elle l'a vu. Elle l'a écouté. Elle l'a tenue dans ses bras quand plus rien ne la retenait. Ce que vous appelez émotion passagère a sauvé ma fille. Il fit une pause, balaya la table du regard. Alors non, je ne vais pas consulter un notaire pour me protéger de celle qui a redonné un sourire à Juliette. Non, je ne vais pas céder à vos peurs, à vos habitudes, à votre obsession du contrôle. Claire fait partie de notre vie. Elle est la seule chose sincère que nous ayons construite depuis la mort de ma femme. Un silence lourd tomba sur la pièce. Les regards se baissèrent. L'oncle se racla la gorge, chercha une réplique, mais n'en trouva aucune. Antoine fixa Émile, puis Claire, puis détourna le regard. Ils quittèrent la maison peu après, sans un mot de plus. Dans la voiture, Claire garda les yeux fixés sur la route. Émile brisa le silence. « Tu méritais de l'entendre, de savoir que je ne doute plus. » Claire ne répondit pas tout de suite. Puis, la voix basse, « Ce n'est pas à moi que tu devais le dire, c'est à eux, et tu l'as fait. » Ce soir-là, de retour à l'appartement, Juliette les accueillit avec un dessin à la main. 3 figures, côte à côte, sous un ciel bleu. Claire, Émile et elle, avec leurs prénoms écrits maladroitement en bas. Aucun mot ne fut nécessaire. Tout était là. Le silence qui s'installa après le dîner chez les parents d'Émile ne fut pas un silence pesant, mais une respiration longue, une forme de relâchement après la tempête. Ce que Claire avait entendu ce soir-là, les mots prononcés avec tant de conviction par Émile, l'avaient profondément émue. Elle s'était sentie défendue, respectée, reconnue, mais aussi exposée, mise au centre d'un drame familial, dont elle n'avait jamais voulu faire partie. En rentrant, elle n'avait pas pleuré, ni ri, ni même parlé. Elle s'était contentée de regarder Juliette, de la serrer contre elle et de savourer la chaleur fragile de ce foyer qu'il construisait jour après jour. Mais les mots d'Émile avaient aussi ouvert une brèche en elle. Une brèche qu'elle avait soigneusement maintenue close pendant des années. Car s'il lui avait enfin osé affronter les siens, elle sentait que le moment était venu pour elle. Aussi de dire ce qu'elle avait toujours enfoui, ses peurs, ses limites, ses cicatrices, ce qu'elle ressentait, et ce qu'elle croyait ne jamais pouvoir ressentir. Le lendemain matin, après avoir déposé Théo à l'école, elle se rendit chez Émile plus tôt que d'habitude. Juliette était encore en pyjama, occupée à aligner ses poupées dans un ordre minutieux sur le tapis du salon. Claire l'embrassa doucement, lui promit de revenir pour le goûter et demanda à Émile s'il pouvait parler en privé. Il la mena dans la pièce qui servait autrefois de bureau à son épouse. Ils s'assirent face à face, dans un silence presque cérémoniel. Claire inspira profondément, les doigts serrés autour de sa tasse. « J'ai besoin de te dire certaines choses. Pas pour obtenir des réponses, pas pour qu'on décide de quoi que ce soit, mais parce que je ne veux plus continuer en cachant ce que je suis. » Émile l'écoutait, attentif, les traits ouverts, comme s'il pressentait l'importance de ce moment. « J'ai grandi dans un monde où les choses étaient toujours précaires. On comptait chaque pièce de monnaie, chaque trajet en bus, chaque jour sans maladie. J'ai appris très tôt à ne rien attendre de plus que ce que je pouvais construire de mes propres mains. J'ai appris à me débrouiller, à ne dépendre de personne, et surtout à ne pas rêver, parce que rêver, c'est risquer la déception. » Elle fit une pause, cherchant ses mots.
Quand Théo est né, j'ai cru un moment que les choses changeraient, que j'aurais enfin une raison de croire à un avenir plus doux. Mais son père est parti. Il n'a pas laissé d'adresse, pas une lettre, rien. Et j'ai compris que je devrais tout affronter seul. Depuis, je n'ai plus ouvert mon cœur à personne. Par protection, par fatigue aussi. Je me suis interdit de croire à quelque chose de plus grand que ma routine. Elle leva les yeux vers Émile. Et puis je t'ai rencontré. Je vous ai rencontré, toi et Juliette. Et sans que je m'en rende compte, vous êtes devenus essentiels. Ta fille m'a appris à aimer à nouveau, d'une façon pure, désintéressée. Elle m'a fait comprendre que la tendresse peut être une nécessité. Et toi, Ko, tu m'as fait trembler, parce que tu représentes tout ce que je pensais inaccessible, une vie que je n'imaginais pas pouvoir frôler. Et pourtant, elle sentit ses mains trembler légèrement. Elle les posa sur ses genoux. Je crois que je suis tombée amoureuse. Pas de ce que tu représentes, pas de ton appartement, de ta famille, de ton passé, mais de toi, de ce que tu deviens, de cet homme brisé qui essaie malgré tout. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que je ne sais pas si je suis capable de vivre cette histoire sans me perdre. Un silence s'installa. Émile ne dit rien tout de suite. Il la regardait, comme on regarde quelque chose de précieux, fragile, qu'on craint de briser avec un mot mal placé. Il se leva doucement, fit quelques pas puis revint vers elle. Tu n'es pas seule à avoir peur, moi aussi j'ai peur de mal faire, de te blesser, de briser ce que nous avons reconstruit. Mais tu m'as déjà sauvée, Claire, même si tu ne le voulais pas, même si tu ne le savais pas. Tu m'as ramenée à moi-même, et tu as ramené ma fille à la vie. Alors si c'est ça, tomber amoureux, alors je crois que je suis tombé avec toi. Il s'agenouilla devant elle, sans théâtralité, sans emphase. Il prit simplement ses mains. Tu n'as pas à te conformer à mon monde. Tu as créé le tien, et nous voulons en faire partie, si tu le veux bien. Claire sentit quelque chose céder en elle. Une digue, un verrou, un vieux mur intérieur. Elle posa son front contre celui d'Émile, ferma les yeux. Aucun mot ne fut nécessaire. Le reste de la journée se déroula dans une douceur nouvelle. Claire resta pour déjeuner. Elle aida Juliette à ranger ses livres, fit rire Théo en l'appelant pour lui raconter la nouvelle chanson apprise à l'école. Il n'y eut pas d'annonce, pas de promesse solennelle, seulement une évidence partagée. Le soir venu, Émile proposa à Claire de passer la nuit chez eux, pas comme une invitée, pas comme une intervenante, mais comme une femme qu'on accueille chez soi, qu'on veut à ses côtés. Claire accepta. Elle dormit pour la première fois dans cette maison, dans un lit préparé pour elle, à côté d'un homme qui ne lui demandait rien d'autre que sa présence. Ce ne fut ni un conte de fées, ni une fin, mais un début, un nouveau chapitre, né non pas d'un coup de foudre, mais d'un enchaînement de regards, de gestes, de douleurs partagées. Ce soir-là, Claire ne rêva pas. Elle dormit profondément, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment chez elle. Les jours qui suivirent de la confession de Claire et la réponse d'Émile prirent une forme douce et nouvelle. Rien n'avait été dit officiellement à Juliette, ni même à Théo, mais les enfants, par leur intuition naturelle, comprirent ce que les adultes n'avaient pas encore mis en mots. Le changement n'était pas brutal. Il s'installa progressivement, comme une lumière qui augmente d'intensité sans aveugler. Claire était là chaque matin, chaque soir. Sa présence ne relevait plus de l'habitude ou de la nécessité, mais d'un choix librement accepté par chacun. Elle avait commencé par emménager quelques affaires, discrètement. Quelques vêtements, une trousse de toilette, un livre de chevet. Puis, au fil des semaines, son coin dans l'armoire devint une part égale. Théo, de son côté, fut progressivement intégré dans cette nouvelle organisation. Émile avait insisté pour qu'ils prennent le temps, que tout se fasse à leur rythme, et Claire en fut reconnaissante. Le premier week-end, tous ensemble, fut une découverte de chaque rythme, de chaque habitude, de chaque silence partagé. Le petit appartement de Claire fut conservé encore quelques semaines comme un filet de sécurité. Une solution de repli possible, si quelque chose clochait. Mais bientôt, il ne servit plus qu'à entreposer les souvenirs. Juliette accueillit cette transition avec un calme étonnant. Depuis le retour de Claire, sa stabilité émotionnelle avait grandement progressé. Elle mangeait avec appétit, dormait paisiblement et demandait chaque jour à faire ses exercices de marche. Elle ne refusait plus l'aide, mais commençait, même à tenter des pas seuls, à gripper aux meubles,
à la main de Claire ou parfois simplement poussée par un élan de confiance. Sa kinésithérapeute, surprise, constata des améliorations notables. L'origine nerveuse de sa paralysie semblait moins dominante, comme si son corps répondait enfin à un signal intérieur qui avait été trop longtemps éteint. Elle souriait, davantage riait parfois, et ses dessins, autrefois dominés par des formes abstraites et froides, se remplissaient désormais de couleurs, de scènes familières, de représentations d'elle-même entourée. Émile, lui aussi, se transformait. Ce n'était pas une métamorphose spectaculaire, mais une lente érosion de la rigidité qu'il avait définie pendant des années. Il sortait plus souvent de son bureau, participait aux tâches quotidiennes, s'impliquait dans la vie scolaire de Théo. Il ne fuyait plus les regards ni les conversations. Le poids de la culpabilité n'avait pas disparu, mais il était devenu une mémoire, non plus une entrave. Il parlait parfois de son épouse disparue, sans crainte, avec tendresse. Juliette écoutait, posait des questions, et Claire, toujours présente, savait ne pas envahir ses instants. Elle comprenait qu'aimer Émile signifiait aussi cohabiter avec ses souvenirs. Théo, plus volubile, trouva vite ses marques. Il était curieux, bavard, inventif. Juliette, plus calme, apprenait à lui répondre, à jouer à ses jeux, à lui imposer parfois des pauses. Ensemble, ils formaient un duo improbable mais complémentaire. Claire observait cette relation naissante avec une fierté discrète. Voir son fils s'adapter avec autant de naturel à cette nouvelle vie la rassurait profondément. Elle se félicitait, intérieurement, de ne pas avoir précipité les choses. La maison adopta un nouveau rythme. Les matins étaient parfois chaotiques, mais emplis de vie. Les petits déjeuners réunissaient tout le monde autour de la table, entre tartines oubliées, jus de fruits renversés et cahiers mal rangés. Les soirées étaient plus calmes. Claire racontait des histoires à Juliette, pendant qu'Émile aidait Théo à revoir ses leçons. Puis ils échangèrent les rôles. Chaque enfant recevait l'attention de chacun, sans que rien ne soit forcé. Tout semblait s'orchestrer avec cette fluidité rare que seules les relations sincères peuvent atteindre. Claire, cependant, restait vigilante. Elle savait que les apparences de stabilité pouvaient masquer des failles insidieuses. Elle continuait à noter les comportements de Juliette, à échanger régulièrement avec les thérapeutes. Elle ne voulait pas retomber dans l'illusion d'un bonheur figé. Chaque progrès, chaque sourire, chaque moment de complicité était pour elle un miracle renouvelé. Un dimanche après-midi, alors qu'ils étaient tous réunis autour d'un puzzle immense représentant une carte du monde, Juliette s'arrêta, posa une pièce et dit d'une voix claire « On est une famille maintenant ?» Claire la regarda émue. Elle ne répondit pas tout de suite. C'est Émile qui prit la parole. « Oui, ma chérie, une famille un peu différente peut-être, mais une vraie famille. » Juliette hocha la tête, puis reprit son activité comme si la réponse allait de soi. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les ravala. Ce moment, ce simple échange, était la validation la plus pure qu'elle aurait pu recevoir. Les semaines suivantes, les rôles se consolidèrent. Claire obtint une reconnaissance administrative en tant qu'accompagnante éducative pour Juliette. Grâce à une procédure facilitée par les médecins et l'école, cela lui permit d'ajuster ses horaires à l'école communautaire, où elle continua à travailler à temps partiel. Émile, de son côté, organisa son activité professionnelle de manière plus souple. Il ne déléguait plus entièrement la parentalité. Il en faisait partie intégrante, sans s'y soustraire, ni la dominer. Le printemps approchait, et avec lui un vent nouveau soufflait sur leur quotidien. Les projets simples prenèrent de l'ampleur. Une sortie en campagne, un week-end dans la maison de l'enfance d'Émile, une inscription de Juliette à un atelier d'art plastique. Les discussions sur l'avenir, autrefois évitées, devenaient naturelles. Claire, sans faire de plan à long terme, envisageait enfin l'idée de construire quelque chose de durable. Et lorsqu'une nuit, en bord de fenêtre, alors que Léon dormait et que les enfants aussi, Émile lui demanda s'il pouvait appeler ça « nous », Claire n'eut besoin d'aucune réflexion. Elle répondit simplement « oui, nous ». Le printemps s'était pleinement installé à Lyon. Les arbres en fleurs, les balcons ornés de géraniums rouges et les marchés parfumés signalaient une saison de renouveau. C'était comme si la ville elle-même avait absorbé, sans le savoir, l'énergie douce qui émanait de l'appartement des Laurent. La transformation qui s'était opérée dans le silence et l'intimité de leur quotidien commençait à rayonner au-delà des murs. Ce qui n'avait été, au départ, qu'un enchaînement de gestes discrets,
de décisions prises dans la prudence et l'écoute, était devenu un témoignage vivant de résilience, d'amour improbable et d'humanité retrouvée. Le bouche à oreille avait commencé avec les parents d'élèves de l'école communautaire, qui racontaient entre eux l'histoire de Claire, cette cuisinière bienveillante que tout le monde connaissait. Peu à peu, les détails filtrèrent. Une rencontre dans un parc, une fillette fragile, un père endeuillé, une femme modeste qui bouleversait une vie sans l'avoir cherché. Ce récit, d'abord chuchoté, atteignit un journaliste local, curieux de cette rumeur qui parlait d'une bonté rare, à une époque saturée de cynisme. Un matin de mai, Claire reçut un appel d'une journaliste du journal de quartier, le Lyonnais Observateur. Polie, douce, elle lui expliqua qu'elle souhaitait écrire un article sur les héros ordinaires. Elle avait entendu parler de Juliette, d'Émile, d'elle, et voulait savoir si elle accepterait de témoigner. Claire, d'abord réticente, hésita. Elle n'aimait pas l'idée d'exposer ce qu'elle considérait comme intime, mais Émile l'encouragea. « Tu n'as jamais cherché la lumière, mais peut-être qu'en partageant ce que nous avons vécu, tu permettras à d'autres de croire, eux aussi, en une seconde chance. » Elle accepta. L'entretien se déroula dans un café discret, loin des regards. Claire parla avec retenue, mais sans éluder. Elle raconta les difficultés, les douleurs, mais aussi les petits miracles du quotidien, les gestes tendres, les progrès de Juliette, la place de Théo dans cette nouvelle configuration. Elle refusa les photos en gros plan, préféra qu'on ne publie qu'un cliché de leurs mains entrelacées sur la table, pris de dos. L'article fut publié le dimanche suivant, sous le titre « Une seconde vie, comment un sandwich dans un parc a uni 3 âmes perdues ». L'impact fut immédiat. Les lecteurs furent touchés. Les messages affluèrent à la rédaction. Des parents, des enseignants, des anonymes, tous bouleversés par la simplicité et la sincérité du récit. L'école communautaire reçut des lettres d'encouragement et même quelques dons pour les équipements de la cantine. Le directeur félicita Claire avec émotion. Le médecin de Juliette afficha l'article dans la salle d'attente. Dans le quartier, les gens la saluaient avec plus de chaleur, certains demandant timidement si c'était bien elle, la dame de l'histoire. Claire, fidèle à elle-même, ne changea rien à son quotidien. Elle continuait à se lever tôt, à préparer les repas de l'école, à aider Juliette dans ses exercices, à écouter Théo réciter ses poésies. Mais une chose avait changé. Elle n'avait plus à justifier sa place. Elle n'était plus une étrangère dans la maison des Laurent. Elle en faisait partie, non par obligation, mais par évidence. Juliette, elle, était métamorphosée. Lorsqu'elle entra à l'école en avril, en demi-journée, accompagnée de Claire, ses camarades l'accueillirent avec un naturel désarmant. Elle participa aux activités avec concentration, leva la main pour répondre, dessina des fleurs et des familles unies. Son corps, encore fragile, ne l'empêchait plus d'être présente. Elle avançait lentement, avec une canne spéciale adaptée, mais elle avançait. Son sourire était désormais une habitude. Théo, de son côté, s'était trouvé un rôle de grand frère protecteur, drôle et parfois taquin. Il expliquait fièrement à ses copains que Juliette était sa presque sœur. Il aimait raconter comment sa maman l'avait rencontrée près d'un lac, un jour où on avait oublié le jus d'orange, mais pas le sandwich. Il en faisait une légende personnelle, un récit teinté de magie. Quant à Émile, il avait trouvé une sérénité nouvelle. Il avait recommencé à écrire, une activité qu'il avait abandonnée depuis la mort de sa femme. Pas des romans, pas encore, mais des textes courts, des réflexions, parfois même des poèmes inspirés de Juliette, de Claire, de leur histoire. Il projetait discrètement d'auto-éditer un recueil. Non pas pour la gloire, mais pour fixer dans les mots ce que la mémoire risquait un jour d'effacer. Un soir de juin, alors que les fenêtres étaient ouvertes et que l'air tiède caressait les murs, Claire proposa une promenade en famille au parc de la Tête d'Or. Ils préparèrent un petit pique-nique comme au premier jour. Juliette marcha jusqu'au banc, celui-là même où tout avait commencé. Elle s'assit, observa l'eau, les canards, les enfants courant. Puis elle sortit de son sac un dessin qu'elle avait caché. « C'est pour toi », dit-elle à Claire. Le dessin représentait une maison, avec 4 personnes. Juliette, Théo, Claire et Émile. En haut, un soleil souriait. Et au centre, un mot écrit en lettres maladroites. « Nous ». Claire sentit sa gorge se nouer. Elle se pencha, embrassa Juliette sur le front
puis la prit contre elle. Émile passa un bras autour de ses épaules. Théo, à leurs pieds, jouait avec un caillou en racontant une histoire inventée. Ils restèrent là longtemps, dans ce moment suspendu. L'histoire de Claire Martin, femme simple, cuisinière dévouée, mère courage, avait ému une ville entière. Mais elle n'était pas devenue célèbre. Elle n'avait pas changé de vie. Elle avait simplement continué à aimer. Et c'était précisément cela qui avait tout changé. Car parfois, l'amour n'arrive pas avec des promesses ou des feux d'artifice. Il arrive avec un sandwich partagé, un regard échangé, une main tendue. Il se glisse dans les interstices du quotidien et transforme doucement les ruines en refuge. Et cette fois, personne ne les empêcherait d'y habiter ensemble, pour de bon.